Salut à tous, aujourd'hui je suis super content, je vais vous montrer comment j'ai fait cette peinture de Titus. Titus c'est un personnage de la franchise Warhammer dont je suis très fan, et c'est le personnage que vous jouez quand vous jouez notamment au jeu vidéo Space Marine 2 qui est sorti il y a pas bien longtemps. Je suis personnellement pas du tout client de jeux vidéo, par contre j'aime beaucoup cet univers, et j'avais donc envie de faire cette belle peinture, elle fait 90 par 120 cm, donc on est quand même sur un beau format. A savoir que c'est pas moi qui ai inventé, qui ai conçu la pose du personnage, j'ai utilisé comme référence une statue de la compagnie Weta Workshop, qui est absolument magnifique. Donc bien joué à eux, j'aurais adoré avoir la statue pour pouvoir faire mes propres éclairages, ma propre pose, etc. Malheureusement je la possède pas. Donc j'ai tout simplement un petit peu utilisé la photo générique en fait, qui est celle-ci. Donc évidemment mon rendu en est assez loin parce que j'avais envie aussi de prendre des libertés artistiques avec tout ça, pour pouvoir faire ma propre illustration, mais dans l'idée, la base c'est ça. Allez, je vais pas tergiverser plus que ça, j'ai envie de partager avec vous les techniques que j'ai utilisées. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait, et puis c'est parti. Bon allez c'est parti, pas le temps de niaiser comme on dirait en bon québécois. Dans un premier temps on va faire un quadrillage. J'aime pas trop faire de quadrillage, en général j'en fais pas, mais force est de constater que c'est une méthode qui est vraiment très pratique. Surtout quand on veut reporter un petit motif ou alors quelque chose qu'on a fait sur un ordinateur ou sur un papier, sur un grand format. Parce qu'à un moment donné, dessiner en très très grand, c'est pas évident de garder un petit peu toutes les proportions en tête, etc. Donc c'est une belle facilité, c'est un beau raccourci. Donc bien sûr le quadrillage c'est très pratique, ça permet d'avoir des bonnes proportions, mais attention c'est pas non plus un outil magique, c'est pas évident quand même, et il faut quand même faire un petit peu attention quand on dessine à respecter un minimum ses perspectives, un minimum les orientations des objets, etc. Et ensuite ce que je fais c'est que sur les zones où il y a vraiment besoin d'être vraiment précis, je vais avoir tendance à diviser mon quadrillage en deux, juste à la main comme ça, et ça va m'aider en fait à y voir encore plus clair et à avoir un dessin encore plus précis. Je sais plus exactement combien de temps j'ai mis, mais mine de rien ça m'a pris pas mal de temps, hein. Ça m'a pris 3 ou 4 heures de faire le dessin en entier. Et au final, voici le dessin. Donc il n'y a pas tous les détails, etc. Je ferai un peu plus les détails au fur et à mesure que je remplis une zone après l'autre. C'est plus en fait pour avoir la proportion générale. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Étape 2, ça va être la partie grisaille, la partie noir et blanc. Donc pour faire des grisailles, il y a plein de méthodes différentes. Il y a pas mal de peintres qui font ce qu'on appelle des brunailles, ça veut dire en fait un monochrome de brun, de marron, un camailleux. En fait, on peut faire aussi des grisailles avec du bleu, du vert, du rose, du rouge. Il y a tout un tas de méthodes. En général, on utilise plutôt une couleur chaude, de type marron ou rougeâtre. Mais le problème, c'est que du coup, après, quand on fait des glacis, on a du mal à se débarrasser du marron. Donc moi, en ce moment, j'ai plutôt tendance à expérimenter de la grisaille purement en noir et blanc, tout simplement parce que du coup l'avantage c'est qu'après grâce au glacier on va pouvoir aller vers le chaud mais aussi vers le froid, on pourra aller partout. Alors que quand on fait une grisaille, admettons ocre jaune, eh bien pour appliquer du bleu dessus, eh bien il va falloir vraiment appliquer de la pâte opaque bleue, on ne pourra pas simplement juste ajouter un glacis et hop ça suffira. De toute façon il y a plein d'approches qui sont bonnes, il ne faut pas se formaliser, ça c'est mieux, ça c'est moins bien, ça c'est machin, ça donne au final des rendus un petit peu différents, mais tout est possible. Là, j'utilise de la peinture Golden, donc c'est une peinture qui sèche lentement, mais c'est une peinture acrylique pour faire la grisaille, c'était bien pratique. Je mélange un petit peu avec de l'eau et avec du médium à glacis, et dans un premier temps, je passe un jus, simplement avec du noir et du blanc, un genre de jus de gris foncé, pour casser le blanc et me donner en fait une teinte intermédiaire sur laquelle commencer à construire mes valeurs. Et du coup, à partir de là, vu qu'en fait j'ai vraiment une base déjà qui est assez foncée, je vais pouvoir rajouter des foncés et rajouter des clairs. Donc je vais quand même plutôt commencer par le foncé. De façon générale, ça se fait, hein, de commencer par le foncé. Ça permet d'aller progressivement vers la lumière et du coup d'avoir justement des contrastes assez puissants. C'est pour ça qu'à la base, j'ai foncé un petit peu tout déjà dès le début grâce à mon jus un petit peu gris foncé dégueulasse. C'est pas beau pour le moment, mais c'est pas grave, ça va venir tranquillement. La peinture, c'est comme ça. Faut pas s'attendre à un beau résultat de suite. C'est un procédé qui est généralement très très progressif et au début, une peinture, c'est rarement magnifique. Donc là, j'ai ma référence, évidemment, que j'ai tourné en noir et blanc. J'ai le modèle sous les yeux. C'est vraiment pas un travail extrêmement créatif, c'est plus un travail de reproduction des valeurs. Donc je regarde ma référence, je vois des endroits qui sont foncés, bah, je fais quoi? Je mets du foncé. Je vois des endroits qui sont clairs, je mets du clair. Et en fait, avec le temps, à force de faire ça, vous allez en fait aiguiser votre capacité à observer les valeurs. Et tout simplement, vous allez être capable d'aller de, comment dirait-on, d'être de plus en plus fin dans votre compréhension de la copie pure dans le noir et le blanc. C'est vraiment une méthode qui va vous permettre d'avoir des valeurs justes de façon assez facile, parce que c'est beaucoup plus facile de recopier un objet en noir et blanc plutôt que de recopier un objet avec en plus des valeurs, toutes les couleurs, les températures et les subtilités qui vont avec. Donc c'est plus simple de faire ça. Vous faites d'abord votre dessin, bon le quadrillage ça rend les choses encore plus simples, d'abord votre dessin, puis la chose en noir et blanc, puis ensuite vous rajoutez la couleur. C'est pas du tout un processus obligatoire, c'est juste plus facile.
Et l'avantage d'avoir des trucs comme ça qui sont séquencés, organisés et plus simples, c'est pas uniquement parce qu'on est des grosses feignasses et qu'on n'a pas envie de travailler sur des trucs compliqués. C'est pas ça du tout. C'est juste que parce que c'est séquencé, c'est structuré, c'est par étapes et on a une mission avant de passer à la suivante, ça nous permet de faire des choses qui sont au-delà de notre niveau, tout simplement. Là, ce grand personnage comme ça sur cette grande toile et tout, j'aurais peut-être eu du mal à le faire directement en couleur. Ça aurait peut-être été ou quelque chose qui me plaît pas, peut-être j'avais juste pas envie de le faire comme ça, euh, parce que mine de rien, le plaisir dans la pratique, ça compte. Ou alors aussi, peut-être que j'aurais juste pas le niveau pour le faire. Donc le fait d'y aller progressivement, couche par couche comme ça, étape par étape, ça va vous permettre en fait de mettre votre art sous stéroïde et de pouvoir en fait vous concentrer sur un seul paramètre avant de passer au suivant. Et en plus, les valeurs dans la peinture, dans le dessin, dans l'art en général, c'est tellement la chose la plus importante qu'en fait ça a du sens de faire ça parce que finalement les couleurs, en fait, elles obéissent aux valeurs et pas vraiment l'inverse. Bref, j'ai assez vendu mon approche, je pense. Donc, on continue, j'accélère un petit peu. Vous voyez le truc, hein, c'est juste de la comparaison de valeurs. Il y a des erreurs hein, qui se faufilent à droite à gauche. On voit que là, mes deux bandes de blanc, elles ne sont pas de la même taille. Donc, tout ça, ça va se peaufiner avec le temps. Au début, c'est pas très beau, mais il faut tout simplement accepter le fait qu'il faille. Il faut couvrir du terrain. Voilà, tout simplement. Alors, du coup, j'ai fait ça sur un peu tout le corps du personnage. Je ne vais pas tout vous montrer, ça n'a pas d'intérêt. Il suffit d'observer la référence et d'essayer de la recopier au plus proche, hein. C'est vraiment mécanique comme approche. Et maintenant que c'est sec, je vais reprendre ce travail de valeur plutôt avec du noir pur en essayant avec le médium à glacis de faire plutôt des transparences. Et en fait, je vais utiliser la transparence pour atmosphériser ce que j'ai commencé à faire et rendre la chose beaucoup plus subtile. Parce que là, pour le moment, on est encore sur une peinture un petit peu qui manque de cette subtilité, qui manque de ces dégradés doux, qui manque de cette atmosphère. Donc là, on va commencer à rentrer dans le travail intéressant. Au début, en fait, on fait notre échafaudage, on fait notre base, et là, ça devient plus intéressant. Donc j'utilise dans ce cas précis du noir pur, mais ça pourrait être autre chose avec du médium à glacis et je vais faire des dégradés en jouant sur la transparence. Et vous allez voir, ça va donner un côté beaucoup plus professionnel à mon rendu. Et une fois que j'ai placé certaines masses de valeurs, etc., foncées, c'est-à-dire que j'ai globalement, on va dire, foncé pas mal de zones, j'ai rajouté des glacis, etc., pour me rapprocher du résultat final, je vais pouvoir prendre de la peinture claire pour pouvoir rajouter des détails et tout. De toute façon, vu que c'est en noir et blanc, vous n'avez que deux choix. Ou vous foncez, ou vous éclaircissez. Fin de la discussion. En général, pour foncer, on n'est pas obligé bien sûr, mais on va plutôt utiliser de la transparence. Et pour éclaircir, on va plutôt utiliser de la pâte pleine. Et là, vous pouvez voir comme la tête, elle ressort de façon beaucoup plus pro que tout à l'heure. Il y a des gris beaucoup plus subtils, des contrastes beaucoup plus subtils, c'est vachement plus sympa déjà. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe aussi sur la tête du monstre, parce que c'est quand même les deux zones les plus importantes. Donc là, on voit la toute première couche, donc c'est juste des masses de gris un peu basiques. De nouveau, je fais exactement la même méthode. J'envoie un noir glacis, on va dire, qui, euh, qui est transparent. Et une fois que ce glacis il est posé, tant qu'il reste frais, tant que possible, eh ben, je vais pouvoir repasser des blancs. Alors pas des blancs purs, mais des gris plus clairs, juste histoire de rajouter plein de détails. Il ne faut pas hésiter à expérimenter avec d'autres pinceaux. Là, vous voyez, j'ai un pinceau éventail avec des poils absolument dégueulasses, complètement pétés, très épais, très raides. Voilà. Le but, c'est de faire de la texture parce qu'on voit qu'il y a cette espèce de carapace en fait qui est très texturée. Donc, ma foi, je vais utiliser un pinceau qui me permet de faire cette texture. Ça va me faire un gain de temps assez considérable plutôt que de devoir littéralement tout dessiner. Sur la question des foncés, avant de passer à la lumière. Et maintenant que j'ai placé mes foncés comme j'en avais envie, avec ce même pinceau, mais ça pourrait un autre, je vais avoir un gris clair. C'est pas du blanc, mais c'est un gris clair. Et je vais venir justement rajouter ces fameuses textures, on va dire, texturées de stries de carapace comme ça. Du coup, on a vraiment ces deux parties du processus qui travaillent main dans la main. On fonce avec de la transparence, on empâte avec quelque chose d'opaque. Bon, maintenant, j'ai fait une petite erreur. C'est qu'en fait, je vais commencer à mettre des glacis. En fait, j'étais trop impatient de mettre de la couleur et j'aurais probablement plutôt dû continuer à faire une belle grisaille, un petit peu, on va dire, comme j'ai fait sur la tête et sur le monstre, c'est-à-dire faire deux couches de grisaille partout sur le personnage. Ça aurait probablement été plus cool, plus facile après. Mais j'en ai décidé autrement sur le moment, erreur ou pas, vous me le direz. Et j'ai tout simplement décidé de passer des glacis. Donc un glacis, c'est tout bête, c'est une couche de peinture transparente que vous appliquez sur une couche de peinture sèche. Donc c'est juste de la peinture transparente, ça veut dire que c'est pas opaque, on verra quand même ce qu'il y a au fond. Ça va juste teinter, on va dire, le fond. Et vous appliquez ça sur une couche de peinture sèche, ça veut dire une couche de peinture solide qui ne va pas se redissoudre quand vous passez la peinture. L'intérêt, c'est juste que là, vous voyez que j'ai un personnage en noir et blanc, et que dès que là je frotte avec mon pinceau avec du bleu, ça teinte son armure en bleu, tout en conservant, dans une certaine mesure, mais le but c'est de le conserver un maximum, les variations de foncé et de clair que j'avais fait avant. Et comme vous pouvez voir, les foncés et les clairs transparaissent, parce que bah, c'est le but, quoi, hein. C'est tout simplement le but du glacis, c'est
C'est une peinture transparente qui permet de voir ce qu'il y a en dessous. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit que je préférais faire une grisaille en noir et blanc. C'est justement parce que là, c'est un personnage qui est bleu. Et le noir et blanc, vu que c'est une couleur neutre, j'aurais pu mettre du rouge, du bleu, du jaune, peu importe. J'aurais pu aller dans toutes les directions que je voulais. Alors que si j'avais fait ce personnage-là, on va dire d'un point de vue un peu plus traditionnel, donc faire un camailleux par exemple de terre de Sienne brûlée ou un truc comme ça, j'aurais été sur un personnage tout marron. Et du coup, le bleu, il aurait fallu probablement que je le fasse de façon beaucoup plus opaque, de sorte à contrer justement le marron du fond. Donc voilà, ça aurait été possible aussi, mais comme je disais tout à l'heure, en ce moment je suis plutôt sur du noir et blanc pur avant de passer mes glacis pour pouvoir me permettre d'aller dans toutes les directions que je veux d'un point de vue colorimétrique après. Donc d'un point de vue du mélange, là pour le coup je suis passé en peinture à l'huile et je vais utiliser de l'essence minérale mélangée avec du liquin. Et ça va être un genre de mélange 50-50, ça va me donner un liquin très liquide qui va sécher vraiment très très vite. Et donc pour une première couche de glacis, ça me va très bien. Le liquin, ça va aussi permettre de donner à la peinture dans les années une grosse durabilité, parce que c'est une résine, c'est un médium qui est très très solide, le liquin. Et quand ça va s'y cativer, quand ça va sécher, ça va donner à euh, ma peinture va être vraiment très résistante. Ça va pas craqueler, ça va, voilà, c'est du costaud pour bien longtemps. Et en même temps, ça sèche vite, ce qui m'arrange. Et en même temps, ça reste de la peinture à l'huile, ce qui me permet quand même de travailler pendant plusieurs heures dessus sans être dans le rush d'une peinture qui va sécher trop vite. Donc vous voyez, c'est pas des masses compliquées. On va faire toutes les parties dorées. Ça veut dire que je vais prendre du terre de sienne brûlée, je crois que c'est, mélanger avec un petit peu d'ocre. Et pareil, je vais faire une transparence et je vais la placer sur toutes les zones dorées. Vous voyez comme on voit les variations foncées et claires qui ressortent, les variations qui étaient derrière en fait qui ressortent. Tout simplement parce que je ne fais que teinter la peinture, en fait, je la recouvre pas. C'est hyper facile à faire, hein. Franchement, il suffit de trouver la bonne concentration de pigment avec la bonne concentration de médium et basta la vista quoi. Et alors un truc que vous pouvez observer, c'est qu'au fur et à mesure que j'applique mon glacis, puisque c'est un glacis avec une couleur qui est quand même foncée, là on est sur du marron, tout à l'heure on était sur du bleu, c'est des couleurs qui sont foncées, je fonce quand même un petit peu le dessin que j'avais fait avant, la peinture que j'avais fait avant qui était en noir et blanc. Le glacis, il ne se contente pas simplement que de teinter légèrement, il va aussi influencer la valeur, est-ce que c'est foncé, est-ce que c'est clair. Donc là, dans ce cas précis, ça va foncer un petit peu ce qu'il y avait avant. Donc ce que vous pouvez faire, ce que je n'ai pas nécessairement fait sur cette peinture, mais ce qui serait probablement euh, plus intelligent avec le temps, c'est un peu compliqué, mais voilà, vous pouvez le faire, c'est d'anticiper le fait que vous allez foncer ou pas. Donc si par exemple, moi sur ces zones d'or, j'avais été un peu plus malin, et ben j'aurais probablement fait des brillances, les points de brillance encore plus blancs, vraiment beaucoup plus blancs, de sorte à ce que quand je passe mon glacis par-dessus, toutes ces zones de blanc, elles reçoivent le glacis avec le plus de luminosité possible. Et j'aurais en fait, comment dirait-on, d'une certaine manière, un petit peu surexposé mon image, de sorte à pouvoir influencer les valeurs dans le bon sens après avec le glacis. Bon, ça c'est un travail d'anticipation, c'est pas évident. De toute façon, c'est pas grave de ne pas l'avoir fait sur cette peinture, parce que je suis pas obligé, puisque par la suite, je vais revenir avec pour le coup de la pâte opaque pour retravailler justement mes détails. Donc là, du coup, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai mélangé ma valeur chaude, ma couleur chaude, donc tout ce qui est marron, ocre, etc., avec du blanc de titane pour avoir une pâte bien opaque. Et je suis en train de repeindre sur mon glacis, par-dessus. Si c'était à refaire, je pense que je ferais ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que je ferais vraiment mon noir et blanc de sorte à pouvoir anticiper les couleurs qui viendront après et les couleurs bien vives, bien lumineuses, bien dorées. Comme ça, j'aurais effectivement fait un truc plus clair pour que le doré ressorte juste grâce au glacis. Si vous l'avez certainement expérimenté, quand on fait des glacis de couleur type doré, donc des jaunes désaturés comme ça sur des fonds blancs, il y a vraiment quelque chose de radieux et absolument magnifique qui en dégage. On ne peut pas le voir comme ça sur les vidéos, c'est des trucs qui se ressentent sur le coup, mais effectivement quand on met plus de couches de transparence, ça n'a pas le même résultat que quand on fait comme ça de la pâte opaque, et moi personnellement je préfère. Après, bon, ça, c'est des considérations de peinture un petit peu avancées. C'est un choix à faire. Il y a plein de méthodes qui se valent. Il y a plein d'écoles de peinture différentes. Prenez du plaisir dans le processus que vous utilisez. Et en fait, si vous kiffez ce que vous faites, vous le ferez bien. Moi, c'est ma politique. Alors, sur la zone de l'épée tronçonneuse et du bras, je vais repasser un glacis plutôt foncé, histoire de repartir sur une base vraiment foncée, parce que là, c'est un peu trop gris, on va dire laiteux, un peu trop atmosphérique. Il y a un peu trop de blanc dans dans le mélange avec lequel j'ai fait le dessin de base. Donc là, pour avoir des noirs comme ça assez foncés, je vais mélanger du terre de sienne brûlée avec du bleu outre-mer. Ça va me donner un noir plus ou moins chaud, plus ou moins froid selon le dosage. Mélangez ça avec du médium et hop, vous avez un noir qui va être très foncé,
mais assez transparent, et c'est hyper intéressant justement pour foncer des zones avec une certaine subtilité, et aussi pour pouvoir gérer vos températures. Donc ça c'est super pratique à faire. Et on peut noter aussi l'armure du personnage, on voit qu'il y a deux bleus différents. Il y a un bleu outre-mer et il y a un bleu qui est un petit peu plus bleu de cobalt, un petit peu plus turquoise, et j'avais envie d'alterner un petit peu ces bleus pour que ce soit plus décoratif. Et vous seriez surpris de voir qu'en fait ce bleu là qui paraît super opaque sur la peinture, en fait il n'est pas opaque du tout. Il est pas ultra transparent, mais en fait cette apparente opacité, c'est une illusion. C'est un glacis en fait ce bleu, tout simplement. Je suis désolé, je ne montre pas tout exactement, mais là quand vous voyez la carapace du monstre, les couleurs sur les membres du monstre, etc., c'est exactement le même principe que ce qu'on a fait sur l'armure. C'est-à-dire qu'en fait je passe des glacis, et c'est le même principe que ce qu'on a fait aussi au tout début avec le noir et blanc. C'est-à-dire que d'abord je passe de la transparence et ensuite je viens rajouter de détails. Donc là c'est pareil, d'abord je passe un genre de glacis violet foncé sur l'ensemble, et ensuite petit à petit je vais commencer à venir rajouter peut-être un peu plus d'opacité en mettant petit à petit du blanc dans mon mélange au cours de la même séance. Et comme ça je peins en fait dans quelque chose qui est frais, dans quelque chose qui est onctueux, et ça donne une certaine texture à la peinture. Bon, vous avez compris l'idée. On va passer un petit peu à l'étape suivante, c'est les détails. Et je vais faire attention de concentrer mes détails dans les zones qui sont euh, les zones de point focal. Ça veut dire la tête du personnage et puis la tête du monstre. C'est les deux zones les plus importantes, et par conséquent je vais un petit peu surreprésenter les détails dans ces zones-là. Et je veux aussi ligner les arêtes de l'armure pour deux raisons. D'une part, c'est joli, c'est logique que les arêtes elles sont un petit peu abîmées, mais aussi parce que les gens qui font du modélisme et qui peignent les figurines font beaucoup ça. Ils surlignent, ils font un lignage en fait sur les arêtes des armures, et ça permet en fait aux détails de ressortir. Donc c'était aussi sympa, je trouvais, dans le contexte de ce que c'est que le hobby autour de ce jeu, etc., de faire ce lignage qui apparaît sur les gens qui font des peintures de figurines et tout. Bon, ça parlera quasiment à personne, mais je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui peignaient des figurines, et à mon avis, ça vous parlera. Et en plus, au-delà de ça, ça permet vraiment de faire ressortir le motif, parce qu'on a un volume en 3D. Si en plus je retravaille les arêtes de sorte à faire ressortir ces arêtes-là, là clairement, ça fait ressortir la 3D de façon beaucoup plus importante. Donc c'est hyper cool. Alors là, c'est pas mal, on voit bien ce que je veux dire par rapport au lignage. Je vais utiliser un genre de gris plus clair que l'armure, mais attention, on est quand même assez foncé, mais c'est plus clair que l'armure, et je vais essayer de rajouter, on va dire, des petites textures plutôt sur les arêtes de l'armure pour ajouter de la 3D. Et vous allez voir, ça va faire quand même une belle différence sur toute la zone du bras, donc quand on voit le avant et le après. Donc clairement, c'est plus détaillé, il y a plus d'effets de relief, bon voilà, c'est plus intéressant, en tout cas selon moi. Allez, maintenant on va faire un truc un peu risqué, mais il fallait le faire. De toute façon, je savais que ça allait devoir se faire à un moment donné. Avec un bon gros pinceau, je vais tout simplement faire un gros glacis atmosphérique de fond qui va permettre de foncer le fond et de faire quelque chose de plus immersif. En fait, comme je dis toujours, c'est pas de moi évidemment, mais je le répète souvent en tout cas, la lumière jaillit de l'obscurité. Ça veut dire que si vous voulez créer de la lumière quelque part, vous êtes obligé de faire du sombre autour. Donc on ne dessine pas la lumière, on dessine l'obscurité qui permet à la lumière de jaillir en quelque sorte. Donc ça veut dire se faire un médium assez liquide, mélanger ce médium avec une teinte, en l'occurrence un jeu de chaud et de froid selon les zones de la peinture. C'est assez foncé, par contre c'est hyper transparent, et quand même ça suffit à teinter de façon assez violente, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, selon les zones de la peinture, je vais mettre un peu plus de chaud, un peu plus de froid, histoire de pouvoir gérer voilà, un fond qui va être un petit peu plus intéressant. Alors quand je fais ça, en général, il y a un moitié-moitié liquin essence de pétrole. On est sur quelque chose qui sent assez fort. Il faut faire ce genre de truc, surtout sur une toile de cette taille. Il y a beaucoup de, comment dit-on, ça s'évapore. Ça s'évapore, c'est assez chimique, c'est des saloperies pour la santé, ces trucs-là. Ouvrez bien la fenêtre. La porte de mon studio qui est dans ma maison est fermée. Quand je vais sortir de mon studio pour aller aux toilettes ou pour aller manger, ce genre de truc, je fais attention de bien fermer la porte aussi pour pas incommoder les autres personnes qui vivent dans la maison, ce genre de truc. Et au-delà de ça, juste parce que c'est des saloperies pour la santé, respirer ce genre de produit, c'est pas très bon. Donc la peinture à l'huile en soi, l'huile qu'il y a dedans, elle n'est pas toxique. Par contre, ce qui est toxique, c'est les solvants, éventuellement les produits qu'il peut y avoir dans les médiums et tout. Donc si vous vous en servez, ce qui va être probablement votre cas, c'est pas grave. Il faut juste être un petit peu consciencieux, ouvrir ses fenêtres, que ça s'aère, et puis si vous avez froid, vous mettez un deuxième pull, et puis voilà, c'est la vie. Et pour en revenir à mon glacis, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir changer la couleur de son glacis. Vous voyez là, soudainement, sur la partie basse, hop, je rajoute un orange. Ce orange-là, c'est une laque de Chine. Ça s'appelle laque de Chine, c'est ça qui est écrit sur le tube, c'est du sennelier. C'est trop beau, c'est un espèce de orange feu comme ça qui est sublime. Et en fait, vous voyez que
Il n'y a pas besoin de faire un glacis uniforme. C'est pas un glacis de bleu, on attend que ça sèche, puis ensuite on fait un glacis orange, on attend que ça sèche, on fait un glacis de vert, etc. Il n'y a pas besoin de faire ça. Vous pouvez tout simplement faire un glacis, et dans le glacis, tant qu'il n'est pas sec, modifier, rajouter des valeurs, en enlever avec un chiffon, en rajouter d'autres et tout. Un glacis, c'est pas juste une couleur appliquée en transparence. Ça peut être tout un tas de couleurs, ça peut être des effets, ça peut être plein de choses. Ça peut servir à juste assécher pour accueillir un autre glacis, ou alors ça peut servir à accueillir une pâte peut-être plus opaque qui va se fondre à l'intérieur du glacis. Enfin voilà, ça c'est hyper vaste en fait. Le monde des glaciers en peinture, c'est hyper vaste. Et surtout, c'est une des armes les plus puissantes que vous avez. Évidemment, on peut faire des glacis avec de la peinture acrylique, mais c'est pas pareil. En peinture à l'huile, on peut faire plein de choses, évidemment, il y a plein de trucs possibles. Mais une des armes les plus fortes que vous avez, c'est les glacis. Donc n'hésitez surtout pas. Travailler en transparence, en plus ça permet d'aller vers les choses progressivement, donc de faire pas trop d'erreurs, ce genre de trucs. C'est vraiment un monde magnifique. Vous allez voir aussi des textures qui vont sortir des effets de transparence qui sont géniales, qui sont belles, qui sont immersives. Vous allez adorer ça. Et donc maintenant que j'ai fait mon glacis, je vais travailler un peu plus le fond grâce à de la peinture opaque. Donc glacis, opacité, c'est pas glacis ou opacité, c'est glacis quand j'ai besoin, opacité quand j'ai besoin. C'est ça en fait, c'est pas de technique ennemie, on peut tout à fait faire les deux, il y a pas de souci avec ça. Et maintenant, de plus en plus, je vais prendre beaucoup plus de liberté avec ma référence photo. Là, ça fait déjà un petit moment que je regarde plus mon modèle du tout et que je m'amuse, en fait, tout simplement. Donc là, je prends de la pâte opaque, je fais des flammes en fond, je vais commencer à rajouter des lumières de type contre-jour sur le monstre, ce genre de choses qui vont permettre de faire un contre-éclairage. En fait, j'aime bien faire ça. Et ça, évidemment, c'est pas sur ma référence photo. Mon rêve, ça aurait été d'avoir cette statue, de de prendre les photos moi-même avec l'éclairage que je veux, etc., la position que je veux et tout. Mais j'ai demandé sur Instagram si quelqu'un possédait cette statue et malheureusement personne n'a répondu positivement. Et bon, je peux comprendre, hein, c'est une statue qui coûte, je crois qu'elle coûte 1600 euros, un truc comme ça, c'est quand même une fortune pour un objet décoratif. Donc mon résultat des courses, j'ai dû faire avec la photo de base et c'est intéressant aussi à un moment donné de s'en détacher et de faire juste ce que j'ai envie sans avoir à regarder la référence photo constamment. D'où justement ces effets de lumière et tout quoi. Maintenant, on va finaliser. Finaliser une peinture, c'est le plus long en fait. On fait 90% du résultat de la peinture en 10% du temps que ça prend et on fait 10% du résultat avec les 90% du temps qui reste. Donc évidemment, je vais pas tout enregistrer, ça n'a aucun intérêt. C'est une peinture qui m'a pris plusieurs dizaines d'heures à faire, donc voilà. Le but c'est d'en faire un truc un peu synthétique, mais petit à petit, tous les jours, ou pas tous les jours, mais régulièrement, en tout cas, vous y revenez et vous avancez un petit peu. Parfois, les grandes toiles comme ça peut paraître un petit peu infini. Il ne faut pas trop se mettre la pression là-dessus. Asseyez-vous, vous voyez un truc, vous l'améliorez. Vous voyez autre chose, vous l'améliorez. Vous voyez autre chose, vous l'améliorez. Faites les choses au fur et à mesure que vous les visualisez, au fur et à mesure qu'elles vous inspirent, etc. Forcez pas trop sur une zone si vous ne voyez pas. Si vous savez que quelque chose doit être amélioré mais que vous ne le voyez pas, que vous n'arrivez pas trop à savoir quoi faire, peut-être laissez-la de côté pour le moment. Attendez un petit peu, essayez de trouver l'inspiration ailleurs. Peut-être faites un test sur votre tablette graphique si vous en avez une. Vous pouvez aussi tout simplement sauter dans le bain et le faire. Au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez foirer votre peinture, c'est pas la mort. Donc bref, voilà le final, en tout cas pour le moment, de cette peinture de Titus. À mon avis, je vais faire encore quelques petites retouches ici et là, mais franchement, je suis même pas sûr que vous verriez la différence si je faisais un avant-après. Donc là, l'illustration, elle est finie à 98%. Et même si moi, j'ai l'impression que les 2% restants, c'est énorme, en fait voilà, on verra pas trop la diff. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt, on verra d'autres trucs cool dans les semaines qui viennent. À bientôt, ciao.